À l'âge classique, littérature et philosophie sont intimement liées. Au XVIIe siècle, en effet, on assiste à une diffusion élargie des livres de philosophie qui trouvent des imprimeurs et des lecteurs de moins en moins liés aux institutions enseignantes. À cette époque, en effet, il n'existait ni une représentation uniforme de la philosophie, ni un consensus sur la figure professionnelle et sociale du philosophe. Il y avait en effet un écart énorme entre un professeur de philosophie jésuite, un encyclopédiste ou un cartésien, hormis l'appellation des philosophes qu'il revendiquait. Cette diffusion élargie a pour conséquence une indifférenciation entre les textes de philosophie et les autres livres. La langue, les styles, l'origine éditoriale, l'apparence physique même du livre sont des critères de moins en moins fiables pour discriminer des livres de philosophie. Descartes est sans doute le représentant le plus important de la littérature d'idées. L'ouvrage Le discours de la méthode, publié en 1637, tout en étant un texte de philosophie, relève de la littérature dans la mesure où il se présente comme l'histoire d'une pensée. Descartes, en effet, raconte à la première personne et en suivant une chronologie des événements sa recherche de la vérité. De plus, cet ouvrage était rédigé en français et non pas en latin. René Descartes naît à La Haye en Touraine en 1596. En 1616, il obtient sa licence en droit civil et canonique. Et en 1618, il s'engage dans l'armée. En 1629, Descartes s'installe pendant 20 ans en Hollande pour y travailler en pleine liberté. En 1634, à la suite de la condamnation de Galilée, Descartes renonce à la publication du traité du monde de la lumière, dans lequel il soutenait l'héliocentrisme. En 1637, paraît le discours sur la méthode, préface à 3 traités scientifiques, la dioptrique, les météores et la géométrie. En 1641, paraissent ses méditations sur la philosophie première. Et en 1649, il est invité par la reine Christine et il s'installe à Stockholm. Descartes meurt à Stockholm un an plus tard, le 11 février 1650. Dans la deuxième partie du discours de la méthode, Descartes formule 4 règles. La première règle prescrit d'accepter comme vraies seulement les connaissances qui se présentent à l'esprit de façon claire et distante. La deuxième règle prescrit de diviser les problèmes à résoudre dans des éléments simples. La troisième règle impose de remonter des connaissances plus simples aux connaissances les plus complexes. La quatrième règle, enfin, impose de vérifier les analyses faites par des dénombrements. Trouver les fondements d'un savoir certain est possible d'après Descartes par une critique radicale de tous les savoirs acquis. Il s'agit d'une approche qui consiste à envisager comme provisoirement fausse toute connaissance dont il est possible de douter. Si, en poursuivant cette approche de critique radicale, je repère des principes dont il n'est pas possible de douter, ces principes constitueront les fondements de la connaissance vraie. Il s'agit de douter d'abord de la connaissance sensible et ensuite des connaissances mathématiques, en basculant par là du doute méthodique au doute hyperbolique. Ces dernières, les doutes hyperboliques, se fondent sur l'hypothèse d'un génie malin qui n'arrêterait pas de nous tromper en transformant les savoirs faux en une connaissance évidente. Cependant, le caractère radical du doute hyperbolique engendre la première certitude, car si je doute, je dois forcément exister. La proposition j'existe est donc la seule absolument vraie parce que c'est le doute même qui la confirme. La proposition je pense, donc je suis, signifie que je n'existe qu'en tant que sujet qui doute. En d'autres termes, la certitude de mon existence
concerne seulement les déterminations de ma pensée. Le cogito de Descartes est donc le premier maillon d'une chaîne de vérité. Les principes du cogito me donnent la certitude de mon existence en tant qu'être pensant. Mais ces principes ne peuvent pas assurer l'existence de la réalité extérieure. En d'autres termes, je suis sûr que les idées existent dans mon esprit, mais je ne peux pas avoir la certitude que ces idées correspondent des réalités en dehors de moi. Pour résoudre cette question, Descartes repère dans l'idée de Dieu la garantie de la coïncidence entre la pensée et le réel. Dieu, en effet, étant parfait, ne peut pas me tromper. Descartes démontre l'existence de Dieu par des arguments qu'il tire de la tradition scolastique, notamment Saint Anselme et Saint Thomas. L'idée de Dieu, tout d'abord, en relevant d'un caractère d'absolue perfection, ne peut pas avoir été créé par l'homme qui, pour définition, est fini. En d'autres termes, l'homme ne peut pas être la cause de l'idée d'un être infini. Dieu doit donc exister. Ensuite, deuxième argument, la perfection absolue de Dieu doit forcément impliquer l'existence. Cet argument est connu comme preuve ontologique. À côté de la res cogitans, la substance pensante qui constitue le moi, il faut reconnaître la res extensa, à savoir une substance corporelle qui relève de la divisibilité et donc de l'extension. Par là, Descartes institue un partage net entre des réalités hétérogènes entre elles. D'une part, la substance pensante, incorporelle, consciente et libre, et d'autre part, la substance corporelle, qui est étendue, inconsciente et mécaniquement déterminée. Cette conception dualiste de la substance pose le problème du rapport entre la pensée et l'extension. Descartes essaie de résoudre le problème par la théorie de la glande pinéale, conçue comme la seule partie du cerveau qui peut assurer l'interaction et l'échange entre les deux substances.